Nous sommes en 1502, 10 ans après avoir découvert les Antilles, Christophe Colomb entreprend son 4e voyage vers le Nouveau Monde. Le navigateur génois va toucher pour la première fois les côtes du continent sud-américain. Sur son itinéraire va avoir lieu une rencontre qui lui semblera une anecdote sur le moment, mais qui avec le recul aura une valeur symbolique. Alors qu'il est au mouillage avec ses caravelles dans le golfe du Yucatan, qui est l'actuel Honduras, Colomb croise un canot rempli d'une vingtaine d'Indiens se dirigeant vers l'île de Guanara. Cette rencontre se fait pacifiquement, les Indiens sont invités à monter à bord des navires espagnols, on échange des cadeaux, on se regarde, on palpe les vêtements, les peaux, les ornements et les bijoux, et puis après 1 heure, chacun regagne sa route. Colomb l'ignore encore, mais il vient de rencontrer des Mayas. 9 ans plus tard, une autre rencontre, une autre histoire, mais beaucoup plus tragique cette fois, entre les Espagnols et les Mayas. En 1511, des rescapés d'un naufrage survenu au large de la Jamaïque débarquent dans un état lamentable sur une plage du Yucatan face à l'île de Cozumel. Alors ils ont dérivé pendant 13 jours dans un canot, sans voile ni vivres, et la moitié d'entre eux est déjà mort de faim et de soif. À peine ont-ils touché la plage qu'ils sont accueillis par une tribu d'Indiens. Là, ils pensent être sauvés, mais malheureusement, la rencontre tourne à la tragédie puisque les Espagnols sont faits prisonniers et sacrifiés aux dieux des Mayas. La moitié d'entre eux périt, la poitrine ouverte et le cœur arraché sur un autel. Les autres sont mis en cage en attendant la prochaine cérémonie. Ils sont gavés, pour reprendre de l'embonpoint, on les gave comme des oies, et seuls 2 d'entre eux vont survivre au final. Le premier, Geronimo de Aguilar, un frère franciscain, va devenir l'esclave d'un chef indien qui l'épargnera, et le deuxième, Guerrero, deviendra capitaine de guerre, se mariera, aura une famille, et s'assimilera totalement aux Indiens. Ils seront retrouvés tous les deux 8 ans plus tard par Hernán Cortés, lors d'une expédition. Les 2 hommes vont alors faire un choix totalement différent. Aguilar a appris le maya et voudra rejoindre Cortés, et Guerrero, lui, le corps tatoué, le visage peint et les oreilles percées, il a épousé d'ailleurs une princesse maya, eh bien selon les coutumes locales, c'est totalement assimilé. Il ne veut pas quitter les Mayas, il se sent maya, il est maya, il a même eu des enfants avec elle, devenant ainsi le père des premiers métis du continent. Cet homme a préféré rester avec sa famille. Il refuse de réintégrer la vie européenne lorsque Cortés vient le chercher, et il va même s'engager dans une lutte aux côtés des Indiens pour les soutenir. Il leur apprendra tout ce qu'il faut savoir, à tirer à l'arbalète, à se défendre contre ses anciens compatriotes espagnols, et c'est ainsi qu'il va repousser les conquistadors pendant près de 20 ans et mourir en héros auprès de ses compagnons mayas en 1536. Si vous allez là-bas, au Mexique, une statue lui est même consacrée à Akumal. Les Espagnols viennent sans le savoir de découvrir la civilisation maya, dont l'histoire a commencé bien avant leur arrivée, il y a 3500 ans. Géographiquement, où se situent les Mayas ? Eh bien, les tribus, qui comptaient 10 millions d'habitants, ont peuplé à l'époque toute la péninsule du Yucatan, qui comprend aujourd'hui une partie du Mexique, mais aussi le Guatemala, le Belize, le Salvador et le Honduras. Le territoire maya se divise en fait en 3 zones. Les basses terres du nord autour de Chichen Itza, les basses terres du sud autour de Petén, et dans les montagnes, les hautes terres. Bien que les prémices de la civilisation maya se seraient situées dans les hautes terres du sud, c'est bien dans les basses terres qu'elle fut en plein essor. Traditionnellement, on divise l'histoire des Mayas en 3 périodes. L'époque classique, qui va de moins 2000 avant Jésus-Christ à 250 de notre ère, et qui voit l'essor des Olmèques. La deuxième époque, que l'on appelle l'époque classique, qui va de 250 à 900, marque l'apogée de la civilisation maya. Il y a de nombreuses cités-États qui sont construites dans les basses terres du sud, comme Tikal et Calakmul. Enfin, la troisième période, que l'on dit post-classique, qui va de 850 à 1400,
voit l'effondrement des cités-États des basses terres du Sud et l'arrêt des constructions monumentales et des inscriptions. Mais parler de la fin de la civilisation maya ne signifie pas que son peuple a disparu, bien au contraire. Si vous voyagez en Amérique centrale, au Mexique ou en Honduras, vous verrez que les Mayas existent toujours bel et bien, et vous verrez qu'il existe des villages mayas et que la population parle toujours leur langue. Simplement, l'architecture telle que les pyramides et les cités font partie du passé. En 2018, des scientifiques ont même réussi à reconstituer le visage d'une femme maya morte au Mexique il y a 14 000 ans. Ils l'ont baptisée Ève. Son squelette et son crâne ont été retrouvés dans une grotte sous-marine de Quintana Roo, dans la péninsule du Yucatan. Et les scientifiques se sont même amusés à modéliser en 3D son squelette, ce qui a permis de lui redonner son visage d'origine, comme vous le voyez ici. Depuis 1492, les Espagnols ont conquis Cuba et l'île d'Hispaniola, qui est aujourd'hui Haïti et Saint-Domingue. Là-bas, ils ont exterminé ou réduit en esclavage toute la population, et ces îles vont leur servir de tête de pont à la colonisation du continent. La première étape a lieu en 1517. Hernandez de Cordoba, un conquistador espagnol, lance une expédition pour chercher des esclaves et, si possible, de l'or. Et alors, les Espagnols se dirigent vers l'ouest et débarquent sur une île toute proche de la côte nord-est du Yucatan. Là, les Espagnols découvrent, avec stupéfaction, que les Indiens ont construit des édifices en dur, c'est-à-dire en pierre, bien plus évolués que les simples huttes qu'ils trouvèrent auparavant aux Caraïbes. Cette île regorge de temples qui abritent des idoles féminines, et les Espagnols la baptisent Isla Mujeres, île des femmes. Ils s'emparent de quelques objets en or, et puis Cordoba lève l'ancre et longe la côte du nord. Mais une fois à terre, les Espagnols sont attaqués par de féroces Mayas contre lesquels Cordoba doit utiliser pour la première fois l'artillerie de ses navires. Au final, il y a de très lourdes pertes, chez les Espagnols comme chez les Indiens, et Cordoba lui-même mourra plus tard de ses blessures. À la suite de cette tragédie, le gouverneur de Cuba décide de confier une nouvelle expédition, cette fois à son neveu, Juan de Grijalva, à qui il confie 4 vaisseaux et 200 hommes. Ce dernier arrive à Cozumel, où les Espagnols essuient de nouveaux revers et quittent le pays maya. Les conquistadors s'interdisent alors tout pillage et se limitent à la défense. Ils privilégient alors la négociation. C'est aussi durant cette période que les Espagnols entendent parler pour la première fois de la richesse et de la puissance d'un peuple mystérieux, les Aztèques. La prochaine expédition est confiée à Hernán Cortés qui va appareiller le 18 février 1519 avec 11 navires, 500 hommes et pour la première fois des chevaux. Et on verra l'importance que ces chevaux auront sur les Mayas. Son périple va le mener jusqu'au sol du Mexique où il décide de couler ses navires pour couper toute idée de retraite à son armée. Il lui faudra seulement 1 an pour mettre à genoux l'Empire aztèque, mais il faudra 20 ans aux Espagnols pour soumettre les Mayas. En 1525, Cortés, qui vient d'achever la conquête de l'Empire aztèque, décide de traverser le sud du pays maya. Il a déjà conquis le Mexique, donc il est plutôt sûr de lui, très confiant, et il emmène avec lui seulement 140 hommes. 3000 Indiens, 150 chevaux, un troupeau de porcs, des munitions et des vivres. Son voyage va partir du Tabasco au Honduras et va durer près de 6 mois. Là, c'est une expédition très pénible pour les Espagnols puisqu'il leur faut affronter les marécages, la forêt, une forêt très dense où il est facile de se perdre, et puis la montagne avec ses précipices où tombent de nombreux hommes et se tuent aussi de nombreux chevaux. Les Espagnols font alors appel aux locaux, aux habitants pour s'approvisionner, mais les Indiens décident de tout brûler sur leur passage. Ils brûlent leurs maisons par crainte des hommes blancs. Les Indiens savent qu'ils ont détruit la capitale aztèque 2 ans plus tôt, et Cortés a donc toutes les peines du monde à les faire revenir et à se trouver de nouveaux alliés. Mais l'étape la plus notable de son périple est la ville de Tayasal. Cette ville est située sur une île du lac Petén Itzá, et c'est la capitale d'une tribu maya, les Itzás.
Il s'agit du plus puissant groupe du pays maya. Leur chef s'appelle Canek. Et il est d'abord très impressionné par Cortés, car ce dernier fait célébrer une grande messe avec des chants et une fanfare. Le chef maya alors se dit prêt à briser ses idoles et demande qu'on lui laisse une croix. Cortés lui offre alors, chose étonnante, son cheval. Son cheval est blessé. Les Mayas vont alors traiter ce cheval comme une idole, comme une semi-divinité, mais vont avoir la mauvaise idée de lui donner de la viande et des fleurs en guise de nourriture. Ils ne connaissent pas bien le régime alimentaire du cheval, et malheureusement cette nourriture peu appropriée va tuer le cheval. Et un siècle plus tard, des franciscains vont débarquer à Tayasal et vont découvrir avec stupeur que les Mayas ont construit une statue du cheval. L'un des prêtres alors a été pris de colère et a brisé la statue avec une pierre, et cet incident va pousser les Mayas à chasser les religieux espagnols. En 1546, les conquistadors ont déjà soumis Tutulciu, qui est le plus puissant chef de la province de Mani, et la plus importante unité politique du nord du Yucatan. L'ouest et l'est suivront bientôt. Vous le voyez sur cette carte qui date de 1563, à cette époque, l'exploration maritime du continent est nettement avancée. Mais beaucoup d'ignorance subsiste sur l'intérieur des terres. Les grandes Antilles sont connues, elles sont présentées en détail sous leur forme actuelle, mais la forme du Mexique, comme vous le voyez, et l'Amérique centrale sont très approximatifs. En 1622, le père Delgado arrive à son tour à Tayasal avec 80 Indiens convertis au christianisme. Ils sont joyeusement accueillis et puis sacrifiés sur le champ. Quelques années plus tard, en 1692, le nouveau gouverneur du Yucatan, Martin de Ursúa, décide de remettre le couvert et fait construire une route partant de Campeche jusqu'au lac Petanitza pour désenclaver les Mayas de leur isolement qui soutient la résistance. En 1696, c'est une mission du père Avedano qui emprunte cette route et tente de convaincre le Canek, c'est-à-dire le roi Maya, de se convaincre. Nouveau refus, mais c'est grâce à cette route que le missionnaire découvre les ruines de Tikal et plus tard Yaxchilan. Toutes ces tragédies, tous ces massacres, d'une part et d'autre, vont décourager les Espagnols de convertir les Itzas pendant au moins 70 ans. En 1697, c'est l'acte final. Après un an de préparation, Martin de Ursúa déploie cette fois les grands moyens et envoie 2 détachements militaires au lac Petanitza. Tayasal est finalement prise. Les Itzas fuient à la nage et les Espagnols s'empressent de construire une église sur les ruines du temple et de briser toutes les idoles. Il aura donc fallu 2 siècles aux Espagnols après Christophe Colomb pour soumettre le peuple maya. Le pays maya, une fois conquis, les Espagnols décident de christianiser toute la région. Cette longue et difficile conquête du pays maya ne laissa pas beaucoup de temps aux Espagnols pour rechercher des vestiges du passé et s'intéresser à leur signification. Cortés, lorsqu'il a conquis le Mexique, est passé à côté de ruines très importantes sans en soupçonner l'existence. Les récits des découvreurs de ruines qui nous sont parvenus de cette époque sont longtemps restés lettres mortes et certains n'ont été exhumés que des siècles plus tard. Par exemple, le rapport sur les ruines de Copan, au Honduras, par Diego de Palacio, juge de la Cour suprême du Guatemala, et qui a envoyé cette lettre en 1576 au roi d'Espagne, cette lettre ne sera étudiée que 2 siècles et demi plus tard. Ceux qui s'intéressent aux Mayas sont surtout des religieux. La découverte de la culture maya va donc se faire par l'évangélisation. Les premiers franciscains débarquent en 1535 dans un but précis, amener rapidement les indigènes à la vraie foi, autrement dit, le catholicisme. Et cette conversion va se faire, c'est le moins qu'on puisse dire, dans la douleur et la violence. Les Espagnols vont briser les idoles, brûler les temples et punir de mort les rites et les sacrifices mayas. Les Espagnols pensent en effet que les Mayas sont des sauvages, au mieux des personnes civilisées, mais qui s'adonnent à des rites païens, parfois criminels par les sacrifices. Et toutes les réjouissances, telles que les banquets, les chants, les danses,
Même les activités artistiques ou intellectuelles, comme les peintures, les sculptures, l'observation des astres et l'écriture des glyphes, sont soupçonnés d'être inspirés par le démon. Ils sont systématiquement interdits et leurs auteurs sont impitoyablement pourchassés. Un homme va particulièrement devenir une figure de cette répression, Diego de Landa, le premier évêque envoyé au Yucatan. Alors cet homme sera en fait un paradoxe. Il sera à la fois le meilleur chroniqueur du peuple maya, puisque de nombreux témoignages de Diego de Landa vont nous aider à comprendre les Mayas des siècles plus tard, mais il sera aussi le pire fossoyeur de cette culture. Diego Landa a écrit un livre, Relación de las Cosas de Yucatán, dans lequel il dénonce les pratiques mayas, mais il décrit aussi avec précision leur culture, devenant ainsi une grande source d'information pour les historiens. Leur livre était écrit sur de grandes feuilles doublées en plis, qu'on refermait ensuite entre deux planches, qui étaient ornées avec soin. Il écrivait de l'un et de l'autre côté en colonne, suivant l'arrangement des plis quant au papier. Il le faisait des racines d'un arbre et lui donnait un vernis blanc sur lequel on écrivait très bien. Il y avait de ces sciences que cultivaient par goût des seigneurs de haut rang, ce qui ajoutait à leur considération, quoiqu'ils ne s'en servissent pas publiquement. Et la date du 12 juillet 1562 restera gravée comme une tragédie de l'histoire maya. Ce jour-là, Landa organise un auto-da-fé à Mani, au cours duquel sont détruits des dizaines de codex, des autels en pierre, des vases et des milliers d'idoles. Cette destruction massive des codex mayas va avoir des répercussions désastreuses sur le déchiffrage de l'écriture des glyphes et sera même dénoncée par son supérieur, l'évêque Francisco Toral. Mais l'âme humaine est complexe. Et Diego Landa exprimera aussi paradoxalement son admiration pour la civilisation maya, forte de vertus comme le courage, la volonté, la tempérance et l'entraide. Ce ne sont pas des sauvages, constate-t-il, mais des civilisés. Les Mayas soignent leurs champs, plantent des arbres, construisent de belles maisons aux toits couverts de paille et des villes éclatantes de blancheur. Au centre de ces villes, on trouve des temples et leur vaste parvis. Et puis Landa visite des cités en ruine des Mayas. Il comprend que cette civilisation est entrée en décadence depuis bien longtemps. Il décrit ce qu'il voit. Il dessine des croquis à Izamal, où il découvre la grande pyramide de Quinichcagmo, sur laquelle on s'empressera d'ailleurs de construire une église. Il trouve aussi un masque en stuc sur le côté que dessinera plus tard l'explorateur Catherwood. Il remarque aussi des stèles gravées d'inscriptions à Mayapan, et puis il visite Chichen Itza, qu'il décrit avec le cénote des sacrifices. Landa s'interroge aussi sur la quantité de ces ruines et émet des hypothèses. Peut-être les villes changeaient-elles souvent d'emplacement. Les Indiens lui expliquent que les stèles à Tzilan étaient sculptées tous les 20 ans, soit le nombre que les Mayas utilisent pour compter. Et puis il y a ces signes gravés sur les pierres, les stèles, les céramiques et les statues. Ces signes représentent des formes, des animaux ou des humains. On les appellera d'abord des idéogrammes, puis des glyphes. Ces glyphes mystérieux vont donner beaucoup de fil à retordre aux historiens, aux linguistes et même aux passionnés qui mettront des siècles à les déchiffrer. Le déchiffrage des glyphes mayas est une très longue histoire pleine de rebondissements qui s'est étalée sur des siècles. Cette écriture a été comprise progressivement, il y a eu quelques égarements, des chercheurs et des universitaires venus de différents horizons vont consacrer leur vie à l'écriture maya. Ces chercheurs, il faut les citer, car grâce à eux, aujourd'hui, nous pouvons déchiffrer 80% des glyphes, au point que l'écriture maya est aujourd'hui enseignée dans les villages du Mexique. Ces chercheurs s'appellent Yuri Knorozov, un linguiste russe qui étudiera les glyphes dans les années 1950. Mais aussi l'américaine Linda Shell, une artiste de formation qui a réalisé de nombreux dessins de stèles et d'inscriptions mayas dans les années 70 et 80. Et enfin David Stewart, un jeune prodige américain qui a passé son enfance au milieu des ruines mayas, puisque son père était lui-même mayaniste. À 12 ans, il effectua sa première communication scientifique devant une cinquantaine d'experts
et à 15 ans, il déchiffrait un florilège de signes. Ce qui a rendu difficile le décryptage de l'écriture maya, c'est qu'il s'agit d'une écriture mixte, à la fois sémantique, c'est-à-dire qu'elle produit des mots, et syllabique ou phonétique, c'est-à-dire qu'elle produit des sons. Un caractère peut ainsi représenter un son ou bien un mot. De plus, il existe plusieurs centaines de signes mayas, et cette écriture était réservée à l'élite maya, un peu à l'instar des scribes en Égypte. Un seul caractère pouvait ainsi désigner plusieurs mots, et le sens de lecture était assez complexe. Bref, un vrai casse-tête pour les linguistes. Enfin, les chercheurs avaient peu de supports disponibles pour le déchiffrage. Ils ont principalement travaillé sur les caractères qui étaient gravés dans les ruines du Yucatan et les fameux codex en écorce de figuier que les Espagnols ont brûlés par centaines. Les linguistes ont ainsi travaillé sur 4 d'entre eux qui ont tous été retrouvés en Europe où ils étaient conservés parfois par hasard et même oubliés dans des bibliothèques depuis 2 siècles. Diego de Landa évoqua également le langage dans ses livres. On apprit à lire et à écrire le langage des Indiens de telle façon qu'on la réduisit en forme de grammaire qu'on étudiait comme la latine. Il se trouvait ainsi qu'ils n'usaient pas de 6 de nos lettres, qui sont D, F, G, Q, R, S, dont ils n'ont aucun besoin, mais ils sont obligés d'en doubler d'autres, comme aussi d'en ajouter, afin d'entendre les significations variées de certains mots, parce que pas veut dire ouvrir, et pas, en serrant beaucoup les lèvres, signifie briser. Alors voici quelques exemples de glyphes mayas. Nous commençons par les glyphes phonétiques, avec les voyelles, comme ici le A, qui, comme on l'a dit, pouvait être représenté par plusieurs signes. Ces signes syllabiques permettent ainsi d'écrire des prénoms. Par exemple, Michel s'écrira Mi, Che, L. Enfin, les glyphes sémantiques qui désignent des mots complets, des noms d'éléments naturels comme T, qui signifie arbre, Kin, qui signifie soleil, Ja, qui signifie eau, et Vitz, qui signifie montagne. Certains glyphes représentent aussi des entités politiques liées à une cité, comme Petén, Copan, Palenque ou Tikal. À partir du XVIIIe siècle, c'est au tour des aventuriers et des artistes européens d'étudier les Mayas. Ils vont se succéder pour explorer les ruines. Le roi d'Espagne s'intéresse notamment à Palenque et ordonne au gouverneur du Guatemala de faire des fouilles. Alors à l'époque, ce que l'on appelle des fouilles s'apparente plutôt à du pillage. En 1786, le capitaine Antonio del Rio arrive sur le site que l'on appelle Casas de Piedra, mais la forêt est si épaisse qu'il ne voit rien. L'officier réquisitionne alors une dizaine d'Indiens pour défricher la jungle autour des ruines, et Del Rio décrit et mesure les monuments et il prélève des échantillons. Alors il ne s'embarrasse pas avec les méthodes, il arrache une tête de statue ici, un panneau sculpté là, il fait des trous dans les édifices, et n'hésite pas à mutiler une inscription en faisant sauter les glyphes les mieux conservés. Tous les produits de ce saccage sont envoyés ensuite au cabinet royal d'histoire naturelle de Madrid pour le plus grand bonheur du roi, Charles III, qui est un grand amateur d'art. Mais ce n'est qu'en 1822 que le rapport Del Rio est publié à Londres et en anglais, accompagné de dessins gravés par un certain Waldeck. Jean-Frédéric Waldeck est un peintre d'origine autrichienne et il va s'intéresser de très près aux ruines mayas et même les visiter en personne dans des conditions souvent précaires. À Palenque, il vit dans une cabane au pied du temple de la Croix et il peindra des vues pittoresques, c'est-à-dire des paysages de ruines et de forêts animés par des personnages fictifs. Là-bas, il supporte les moustiques, l'humidité, la jungle, les pluies torrentielles, et face à tout cela, Waldeck va faire preuve d'une passion inébranlable pour son travail. Durant 11 années au Mexique, il dessine Palenque, Mayapan, Tonina et Uxmal. De retour à Paris en 1838, il publie un ouvrage, Voyage pittoresque et archéologique dans la province du Yucatan pendant les années 1834 et 1836.
Le livre est illustré de lithographies sur les ruines et les habitants actuels de Yucatan. 30 ans plus tard, en 1866, une partie de son œuvre est publiée avec 56 lithographies illustrant un texte de Brasseur de Bourbourg, monument ancien du Mexique. Vous voyez ici une statue de style gréco-égyptien, imaginée par Waldeck sur la façade du temple du devin à Uxmal. L'artiste ici s'est inspiré en fait des petites statues d'environ 50 cm de hauteur, et non de 3 mètres, qui ornent les façades du quadrilatère des nonnes. Et ce recueil, qui contient des esquisses exécutées sur le motif, reste sans aucun doute la première description des ruines de ces cités, mais aussi des autochtones. Néanmoins, les Européens qui colonisent alors le monde entier refusent d'admettre que les ouvrages mayas soient l'œuvre des indigènes. On se demande sérieusement si ces Indiens qui vivent quasiment tout nus dans la jungle sont vraiment les auteurs de ces monuments gigantesques et aussi de cette science de l'astronomie, puisqu'il y a un observatoire sur l'un des temples, est bien le résultat de la civilisation maya. Waldeck, comme ses contemporains, en déduit que les édifices de Palenque sont le fruit d'un savoir-faire transmis par les Grecs ou les Romains durant l'Antiquité. On s'imagine alors, à l'époque, que les Grecs et les Romains ont pu traverser l'océan Atlantique et transmettre toutes leurs connaissances aux Mayas. À leur contact, pense-t-on, les indigènes auraient reçu pendant leur séjour une certaine idée de leur art en récompense de leur hospitalité. Et puisqu'on ne trouve bien sûr aucune trace archéologique de cette transmission des Gréco-Romains, eh bien on les invente. Les dessins de Waldeck sont ainsi d'inspiration romantique et orientaliste, exécutés dans un style très néoclassique, et pour faire correspondre le réel à ses convictions. Cette image, connue sous le nom de bas-relief de Palenque, est précieuse, car le modèle qu'elle représente est aujourd'hui entièrement détruit. On y voit le roi, assis sur un trône de jaguar bicéphale, mais sur la colonne de glyphes le long du bord droit du panneau, vous remarquez que des éléments, comme la flûte de Pan et des signes mayas, sont le pur fruit de l'imagination de Waldeck. Aujourd'hui, les historiens et les archéologues continuent leurs recherches sur la civilisation maya. Il y a encore beaucoup à découvrir. Et les nouvelles technologies viennent en renfort. Depuis quelques années, les chercheurs utilisent la technologie LIDAR pour détecter les ruines. Alors comment fonctionne cette technologie ? Eh bien, il s'agit d'intégrer un faisceau laser sur des objets comme le drone, l'hélicoptère ou l'avion, et ce laser va détecter le relief sur une zone déterminée dans la jungle et permettre d'identifier des structures artificielles sous l'épaisseur de la jungle. Ce fut par exemple le cas dans la région de Petén, au Guatemala, en 2018, où on a retrouvé des traces de construction de maisons, de palais, de routes et de structures beaucoup plus vastes de l'époque maya. En tout, ce sont plus de 60 000 structures artificielles qui étaient autrefois invisibles à l'œil nu, qui ont été identifiées sous l'épaisse canopée de la jungle. En 2021, la technologie LIDAR a également permis de détecter un véritable trésor au cœur d'une pyramide sur le site de Choquitam, près de Petén, c'est au nord-ouest du Guatemala. Alors l'anecdote est digne d'un film d'Indiana Jones, puisqu'à l'intérieur de la pyramide se trouvait une sépulture royale. Mais pour la trouver, les archéologues ont dû creuser plus de 6 mètres dans la pyramide. Ils ont alors fait une découverte étonnante. Ils ont trouvé une boîte en forme de cercueil qui contenait des petits morceaux de jade. Et en analysant ces morceaux, ils ont découvert qu'il s'agissait en fait de tesselles d'un masque en mosaïque. Et ce masque est composé de petites coquilles translucides, de couleur chair, et qui, quand elles sont éclairées d'un éclat vif, s'allument, si on peut dire. Ce sont en fait les yeux du masque, et cet effet est tout à fait surprenant. Alors on l'a daté au radiocarbone, et on s'est aperçu que le masque datait d'environ 350 après Jésus-Christ, ce qui correspond au début de la période classique maya. Et les résultats accumulés depuis plusieurs années suggèrent que l'Amérique centrale a connu une civilisation beaucoup plus avancée que ce que l'on pensait,
à son apogée il y a 1200 ans. Cette civilisation, a priori, était comparable à des cultures sophistiquées comme la Grèce ou la Chine antique, et qu'en lieu et place de petits villages d'habitants et de tribus, eh bien, les Mayas comprenaient des cités, des mégapoles de plusieurs centaines de milliers d'habitants. La recherche archéologique en Amérique du Sud nous réserve donc bien des surprises.